Alors, bonjour à tous et à toutes sur Zoom et ici à l'UQAM. Donc, je me présente, François Roch, professeur de droit international public à l'UQAM. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir M. David Fortuna Nyamabo Misunga, qui va nous donner une conférence intitulée Financement du développement durable par la dette, analyse du concept de viabilité de la dette en droit international public. Notre conférencier est avocat, enseignant, doctorant et chercheur. Il est membre du barreau du Québec et aussi membre du barreau du Congo central en RDC. Dans son parcours académique qui a débuté autour de du début des années 2000, Maître Fortuna Nyamabo Misonga est détenteur d'une licence en droit qu'il a obtenue en 2005, un Master 2 qu'il a obtenu en 2013, un Master en développement. Il est aussi titulaire d'un Master 2 qu'il a obtenu plus récemment en 2023, qui est un Master en droit international et européen des droits fondamentaux. Et présentement, il est doctorant sous ma direction. J'ai le plaisir de diriger M. David Fortuna Nyamabo Misonga depuis 2019, donc depuis son arrivée à l'UQAM. Donc, il est présentement en rédaction. Écoutez, je vous invite pour le reste à prendre connaissance de son CV qui est disponible en ligne sur le site de l'Observatoire. Et sans plus tarder, je lui cède la parole pour sa présentation. Donc, cher David, la parole est à vous. Cher David, la parole conférence à tous. Merci, monsieur le professeur. Je voudrais d'abord dire merci au professeur Blaise Pascal et au professeur François Roch, qui sont les co-directeurs de notre observatoire sur l'agenda 2030 des Nations Unies de l'UQAM, de m'avoir permis de prendre la parole à ce jour pour partager avec vous ce thème sur le financement du développement durable, analyse du concept de viabilité de la dette en droit international public. Je vais procéder au partage de l'écran pour que... Si partagez votre part. Exactement. Accordez-moi une minute, je vais retrouver mon PowerPoint. Juste une minute de respirer parce qu'après, on va décoller un peu plus. On va décoller et puis ça va être plus rapide pour nous tous. Ouais. Alors, le partage. Partager l'écran. Choisir le fichier. Il est là. Alors, j'aimerais juste que vous puissiez me confirmer si vous l'avez. On va le partage d'écran. Mais je vais quand même l'ajuster pour que les à côté ne se voient pas. Est-ce que c'est beau comme ça? Non? C'est bon. Je vais essayer de corriger ça. Comme ça. C'est bon? Très bien. Bien. Merci. Merci, professeur. Et puis, merci, chers collègues, chercheurs et distingués invités qui ont accepté de venir assister à cette conférence. Comme l'a dit le professeur Roch, le thème que je vais aborder cet après-midi a deux approches. Il y a une approche académique parce que je suis chercheur et puis je suis étudiant au doctorat, et puis une approche aussi un peu plus professionnelle. Donc, certaines données, certaines informations que je vais partager avec vous résultent de mes plus de 10 années d'expérience comme expert de la dette en République démocratique du Congo. Donc, certaines questions vont peut-être anticiper les évolutions du cadre juridique des institutions financières internationales qui vont venir. Alors, il y a des questions que je répondrai donc à ce double titre comme chercheur, mais aussi
pour vous dire comment ça se passe un peu plus en pratique lorsqu'on se trouve confronté devant des telles questions. Alors, pour le plan, j'ai subdivisé ma présentation en deux grandes parties, après l'introduction et puis à la fin, la conclusion. La première partie, je vais aborder la question de l'émergence du concept de viabilité en droit international public. Puis, je vais parler en deuxième temps des conditions des réalisations de la viabilité de la dette. Puis, je vais conclure avec quelques recommandations de lege ferenda ou de suggestions pour que les États puissent intégrer la question de développement, de finance, non, de la dette dans le cadre de financement du développement durable. Alors, ce projet, en fait, dans le cadre que je vous présente, ce projet, l'objectif ou l'objet était de pouvoir partager avec vous les dispositions juridiques internationales qui encadrent la question de la viabilité de la dette. L'origine de cette réflexion me vient de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, la résolution A/RS 69-313 du 27 juillet 2015, que tout le monde qui s'intéresse aux questions de financement du développement, des questions du développement en général, connaissent parce que il s'agit de la résolution qui découle de la 3e conférence internationale sur le financement du développement. Il y a les uns qui l'appellent le plan d'Addis Abeba, les uns appellent le programme d'Addis. Ben, écoutez, on peut tous désigner la même chose sous différentes formes, mais si on se met d'accord sur le contenu de ce que ça veut dire, donc on est tous sur la même voie. Mais moi, je reste sur le fait que je l'aborderai comme simplement une résolution, indépendamment de ce que les gens vont appeler programme, plan et ainsi de suite. Vous comprendrez que si la résolution découle de la 3e conférence sur le financement du développement, c'est qu'il y a eu deux autres conférences qui ont précédé celle-là. Et la 4e conférence s'en vient l'année prochaine, en 2025, du 30 juin au 3 juillet, et ça va se passer à Séville. Mais pour commencer, je voudrais d'abord revenir un peu sur les concepts de financement du développement. Je vais l'aborder un peu plus là. Mais pourquoi je parle de financement du développement? Parce que, comme vous le savez tous les États se sont engagés dans ce processus du développement durable dans sa triple dimension économique, sociale et environnementale. Et dans ces cadres-là, les États ont besoin de financement. Et la dette constitue un des moyens par lesquels les États obtiennent de financement. Si vous lisez, vous parcourez la résolution 69-313, il y a la résolution, elle est grande comme ce cahier, mais je vais vous résumer la partie qui me concerne, c'est le point 92 qui parle de la dette et la viabilité de la dette. Qu'est-ce que la résolution énonce essentiellement en ce qui concerne la viabilité de la dette? La résolution énonce que 2 points essentiels à propos de la dette, c'est que, 1, la dette est un outil important de financement du développement durable. Et qui dit développement durable dit l'ensemble des investissements qui se rapportent à l'atteinte des objectifs du développement durable. Et deuxième chose que dit la résolution, c'est que il faut aider les pays en développement à rendre leurs dettes viables à long terme au moyen des politiques concertées visant à favoriser le financement de la dette, premièrement. 2, son allègement. 3, sa restructuration. Et 4, sa gestion avisée. C'est autour de ces 4 points que je vais essayer d'échanger avec vous dans cette conférence midi, dans le temps qui m'a été accordé par le professeur, l'animateur de séance.
Alors, pour commencer, nous savons tous que la résolution, comme toute résolution, la résolution 69-313 ne constitue pas un traité. Donc, à ce titre, elle n'a pas de force contraignante à l'égard des États. Or, la dette qui se découle par l'emprunt comporte ce qu'on appelle des obligations qui sont des natures contraignantes et obligatoires. La question est, comment allier une norme qui n'est pas contraignante à une autre norme qui découle de la dette qui est contraignante pour dégager ce qu'on appelle la viabilité de la dette. C'est toute la question qui a mené ma réflexion. Si nous considérons que le soubassement de la viabilité de la dette, c'est la résolution des Nations Unies, qui, elle, n'est pas obligatoire, comment donc les États, dans le cadre de financement qu'ils obtiennent avec leurs partenaires, peuvent-ils intégrer la viabilité dans les instruments juridiques qui les lient? Et là, c'était la réflexion du départ. Et pour répondre à cela, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on peut attendre par la viabilité? C'est quoi en réalité la viabilité? Pour qu'on l'intègre dans les instruments juridiques que les États contractent dans le cadre de mécanismes de financement du développement durable. Quelle est la valeur juridique de la norme de viabilité? Quelle est la nature de la viabilité et quel est le rôle de la viabilité de la dette? Ce qui m'a conduit à aborder mon premier point sur l'émergence du concept de viabilité de la dette. Mais vous comprenez que le mot dette, la plupart connaissent, on a juste attaché deux termes, deux concepts qui sont des grandes natures, parce que tout bon juriste sait ce qu'on entend par viabilité. En droit et dans notre système juridique, notamment le système romano-germanique, d'où nous avons tiré, d'où nous avons appris le concept de la personnalité juridique, nous savons tous, en tant que juristes, ce que ça veut dire la viabilité. Un enfant doit être né vivant et viable pour pouvoir bénéficier des droits et avoir la personnalité juridique. Mais est-ce que c'est le même cas que l'on met? Non. La viabilité donc question ici se rapporte aux trois dimensions de développement durable. Ce n'est pas forcément dans le cadre de droits des personnes que nous avons tous étudiés. Alors, le développement durable, je ne vais pas faire un rappel parce que la plupart d'entre nous connaissent à ce jour ce qu'on entend par développement durable depuis qu'elle a été popularisée dans le rapport que nous connaissons tous. J'espère aussi que depuis 2015, lorsqu'on avait adopté l'agenda 2030, beaucoup d'entre nous connaissent les 17 objectifs de développement durable, les 237 indicateurs. Je ne vais pas revenir sur ces questions qui, j'estime, la plupart d'entre nous connaissent. En tout cas, au moins ceux qui participent à cette conférence peuvent connaître. Et je vais donc aborder la question de délimitation conceptuelle pour qu'on comprenne un peu la suite de ce que je vais aborder. Lorsqu'on parle de financement du développement durable, de quoi l'on parle exactement? Il y a d'abord deux choses qu'il faut distinguer. Il faut distinguer d'un côté le financement du développement et de l'autre côté le financement du développement durable. Lorsqu'on parle de financement du développement durable, lorsqu'on parle d'abord de financement du développement, on parle de l'ensemble de flux financiers, des apports en capitaux qui ont jalonné, comme j'ai pris le mot de mon professeur, les précédentes stratégies de développement qui ont été développées depuis 1960 jusqu'en 2000 lorsqu'on a adopté les objectifs du millénaire. Le financement du développement ne s'occupait que de deux choses, la croissance économique en vue de pouvoir
lutter contre la pauvreté. Est-ce qu'il y avait un esprit il y avait déjà cet esprit de développement durable? À mon humble avis, je n'ai pas pu répondre à cette question. Pourquoi? Parce que l'endettement, les différentes dettes que les États ont contractées depuis 1960 ne consistaient pas, par exemple, à aborder les questions d'adaptation au climat, de changement au climat. Les États, lorsque vous lisez les différentes stratégies, vous allez remarquer qu'on était beaucoup plus, les États étaient plus préoccupés à rattraper le retard vis-à-vis du développement des autres États et à investir dans de plus grands projets de barrages hydroélectriques par-ci, par-là. L'OCDE définit le développement durable, le financement du développement comme l'ensemble des apports en capitaux ayant pour mandat le développement. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Le développement, encore, c'est un terme beaucoup plus vaste que si on se mettait à définir, on va remettre parfois en cause la définition de l'OCDE. Mais dans la définition de l'OCDE implique le flux financier, le transfert de ressources, des transferts de migrants, les transferts des privés, excusez-moi, le financement concessionnel, c'est que les États obtiennent, je vais expliquer un peu plus tard, l'aide publique au développement, puis l'OCDE intègre le financement du développement durable. Je considère que l'approche de l'OCDE est beaucoup plus globalisante, un peu plus holistique, parce que cette approche intègre aussi, elle intègre plutôt le développement durable. Mais lorsqu'on regarde dans le fond, depuis que l'OCDE définissait le concept de financement du développement, on n'abordait pas encore les questions du développement durable. Donc, c'est une définition ancienne qui date d'ailleurs de quelques années. Dans cette définition, on intègre aussi l'endettement international. Donc, l'endettement international qui peut provenir de ressources bilatérales, donc entre l'endettement interétatique, ou de ressources multilatérales lorsque les fonds proviennent des institutions multilatérales. Et aussi la dette privée qui est contractée auprès de banques, par exemple. Il était question que je définisse un peu la dette. Je vous épargne d'expliquer ce que c'est la dette. Mais dans ce que j'ai dit un peu plus tôt, la dette bilatérale, multilatérale et la dette privée, vous pouvez voir la typologie de ces dettes. Excusez-moi pour le 2D répété. Il y a, à travers ces tableaux, vous pouvez voir comment j'ai essayé de restructurer la dette pour bien la comprendre. Par rapport aux créanciers et par rapport à l'État débiteur. Ceux qui auront la possibilité, ceux qui auront le temps d'examiner mon tableau, on pourrait peut-être en discuter si vous éprouvez quelques questionnements par rapport à ce que j'ai mis. Mais je vais juste résumer que la dette bilatérale, elle est contractée auprès des États. Et dans cet endettement, là, il y a comme une sorte de syndic qui existe, qu'on appelle le Club de Paris, qui regroupe l'ensemble de créanciers publics, donc les États, qui accordent des financements aux autres États qui sont dans le besoin. Il y a une autre forme d'endettement que j'appelle la dette privée, mais bilatérale. J'explique. Parce qu'il s'agit de institutions qui sont l'émanation d'un État. C'est le cas, par exemple, de l'Agence française au développement, de l'USAID ou de l'Exim Bank of China ou Exim Bank of India qui donnent beaucoup de financement. J'ai parlé aussi de la dette multilatérale. Donc, j'ai dit la dette multilatérale, c'est ce que les États obtiennent auprès des organisations internationales et précisément les institutions financières internationales, dont les plus importantes sont le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Le Fonds monétaire international apporte des appuis budgétaires pour
Et la Banque mondiale finance des projets de développement à travers notamment son agence, la Société financière pour le développement, ainsi de suite. Je parle des créanciers privés qui sont la plupart des banques. Pour le Club de Londres, ce sont un consortium qui regroupe les banques qui ont accordé de financement à certains États. Pour votre information, la République démocratique du Congo, que je prends un exemple dans le cas de cette étude, a été parmi les pays qui ont motivé qui ont conduit à la création du Club de Londres. Et Exim Bank of China, vous allez remarquer qu'il se retrouve là parce que l'organisation d'Exim Bank of China, c'est un peu différent parce que nous avons au sein de Exim Bank of China l'apport de l'État chinois et l'apport des particuliers qui sont chinois. Ça donne de l'apport des ressortissants chinois. Ça donne une dette un peu atypique, mais je considère qu'on ne devait pas mélanger l'apport d'Exim Bank of China et la comparer avec la Chine État, parce que la comptabilité de l'État chinois n'intègre pas les apports qui sont effectués dans le cas de Exim Bank of China. C'est le cas aussi d'Exim Bank of India. J'ai parlé de la dette de marché que tout le monde connaisse, les obligations que les États émettent et que les particuliers peuvent souscrire. Pour les États en étude, pour les États que j'essaie d'analyser, la dette, ce tableau a pour but de vous démontrer comment la dette, au regard de la typologie que je vous ai présentée, comment elle a évolué. Et en quoi cela remet en cause la question de la viabilité de la dette. Vous allez remarquer que depuis 2010, la dette des États d'Afrique subsaharienne ne cesse d'augmenter. Mais une question, une parenthèse plutôt, 2010 coïncide avec la date du point d'achèvement de l'initiative en faveur de pays pauvres très endettés, et pour la plupart des pays africains. Et lorsque les pays africains ont obtenu des allègements de leurs dettes, en 2010, ils ont commencé, du fait qu'ils sont devenus plus solvables, ils ont commencé un nouveau cycle de réendettement. Ils ont commencé à s'endetter sérieusement jusqu'au point qu'en 2019, excusez-moi, je pensais que c'était le micro, je voulais me lever pour toucher, mais vous remarquez que depuis 2019, l'endettement des pays africains ne cesse d'augmenter jusqu'à connaître une petite pente. Mais cette pente-là est due, vous comprenez, à la COVID-19. À partir des crises de la COVID-19 de 2020-2021, il y a eu un ralentissement de recours à l'endettement simplement parce que les pays qui octroient des financements aux pays d'Afrique centrale eux-mêmes étaient obligés de faire un recul pour pouvoir faire face à la crise de COVID-19 qui régnait encore dans leurs États. Mon deuxième tableau que vous voyez présente en fait les transferts de migrants, des migrants qui est considéré par l'OCDE comme un apport pour le financement du développement. Et j'ai pris juste le cas de nous autres Africains qui sont au Canada et en termes de fonds qui sont envoyés dans le pays, dans nos pays d'origine. Mais ce tableau présente l'ensemble des migrants en général, sans tenir compte des zones de provenance. Vous pouvez voir que les Asiatiques, par exemple, ont envoyé un peu plus de fonds que les autres migrants de l'Afrique subsaharienne. Ce tableau m'a posé un problème lorsque j'analyse les différents rapports de l'OCDE sur le financement. Je me dis, est-ce que les migrants contribuent réellement au financement du développement durable? Si nous considérons que c'est juste pour éliminer la pauvreté, quelle est la hauteur de l'impact de l'apport de ces migrants dans leur pays d'origine? Mais le tableau démontre que
Pour juste le Canada, le montant total envoyé à l'étranger était de 5 milliards de dollars en 2017. J'avais prévu un tableau comparatif par année, mais ça allait nous faire beaucoup de tableaux à examiner et je vous épargne cette peine-là. Venons-en au financement du développement durable. Le financement du développement durable a connu une base solide. C'est le rapport de la conférence de Monterrey qui a eu lieu au Mexique en 2002. Cette conférence a fourni une base consensuelle sur les voies et moyens pour résoudre le problème de financement du développement durable. Mais, comme dit le professeur Cassan dans son livre du droit international du développement, que cette conférence a été nécessaire. Pourquoi? Parce que l'OMD, si les objectifs millénaires du développement n'ont pas été atteints, c'est simplement parce que les États, les acteurs en général, n'ont pas pu se mettre d'accord sur les différents mécanismes pour pouvoir financer les objectifs millénaires du développement. Ce qui a été corrigé d'ailleurs au niveau de l'agenda 2030. Et je voudrais passer un point nécessaire, c'est pour financer le développement durable en réalité, il n'y a que deux sources. D'une part, nous avons les investissements directs étrangers et les ressources nationales. Mais la question que je me posais, qu'est-ce que le financement du développement durable en réalité? À cette question, il n'y a pas de base juridique pouvant donner une assise à la notion de financement du développement durable. Partant de la résolution 69-313 du 27 juillet 2015, j'ai dégagé la définition suivante. Que le financement du développement durable, c'est l'ensemble de flux de capitaux publics et privés, donc les apports financiers, qui sont remboursables ou non, ayant pour objectif principal la réalisation des objectifs du développement durable. C'est une définition personnelle qui peut être critiquée, mais je me suis dit, plutôt qu'en avoir une, que de ne pas en avoir, pour pouvoir maintenant se poser la question, dans cette définition, où se place la viabilité de la dette? Et au regard de ma pauvre définition, j'intègre dans cette pauvre définition tout ce qui concerne la finance climatique, le fonds vert, le budget vert, la dette écologique, le fonds pour l'adaptation au changement climatique, oh mon Dieu, climatique, bon, le A était de trop, la taxe carbone et la dette. En quelques mots, j'ai juste considéré que j'intègre dans ma pauvre définition de financement du développement durable tout ce qui est recettes et dépenses des États au niveau des ressources nationales ayant pour objectif l'atteinte des objectifs de développement durable. D'où je ressors alors la question de la viabilité de la dette. Et en faisant ce parcours sur le financement du développement, ma question était pourquoi les États ont adopté, pourquoi l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution et intégré la question de la viabilité de la dette, c'est justement pour faire face à ce qu'on appelle les crises de la dette. Ces crises affectent les États africains et certains États insulaires depuis 1960. J'ai préparé pour vous un tableau qui démontre l'évolution des différentes crises de la dette. Et pour faire face à ces crises de la dette qui occupent la communauté financière internationale, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la viabilité. La viabilité est devenue comme un terme légitimateur de ce qui peut être fait pour pouvoir absorber le financement du développement, les financements dans le but de financer les objectifs du développement durable. Le Fonds monétaire international a depuis 2005
un cadre qu'on appelle un cadre de viabilité de la dette. Mais vous allez remarquer à la lecture de ces cadres de viabilité de la dette que le Fonds monétaire international parle d'une dette soutenable. Il parle beaucoup plus de la soutenabilité de la dette. Qu'est-ce qu'elle indique dans la soutenabilité de la dette? Ce que les États doivent mobiliser de financements dont ils sont capables de faire quoi? De pouvoir rembourser. Parce que c'est l'absence de remboursement ou l'incapacité de rembourser la dette qui a donné lieu aux crises de la dette. Et pour ce faire, la résolution 69-313 que nous examinons a évoqué les différents moyens pour arriver à la viabilité. Parmi ces moyens, il indique premièrement, il faut que les États mettent en place, la communauté des États mette en place les politiques de financement de la dette à travers les émissions des obligations du Trésor pour financer le déficit. Deuxièmement, les politiques d'allègement. Pour faire quoi? Pour la réduction de la dette en termes de pourcentage dans le cadre du programme avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale. 3. Les politiques de restructuration. Les politiques de restructuration sont des négociations des contrats liés à l'administration débitrice. Par exemple, si le Congo doit de l'argent à un créancier et qui n'est pas à mesure de pouvoir payer, et donc il sollicite une restructuration, c'est-à-dire une renégociation du contrat de la dette, qui va adopter un nouvel échéancier pour pouvoir payer. La meilleure gestion de la dette, en suivant la résolution, cela s'explique par le fait de mettre en place des stratégies de gestion de la dette, une politique de la dette et le plan d'emprunt gouvernemental. Et ensuite, les politiques de réduction de la dette à travers le programme comme le PPT et l'IADEM que je vais vous expliquer. Vous allez remarquer dans ce tableau que je ne suis pas d'accord avec cette approche de la résolution 69-313. Pourquoi? Parce que c'est depuis 1956 que les pays en développement et les États insulaires sont confrontés aux crises de leurs dettes. Mais remarquez que la résolution propose qu'on mette en place les mêmes outils, les mêmes instruments, les mêmes politiques qui existent depuis 1956. Je vous épargne les termes classiques du Club de Paris. Je vous épargne le programme d'ajustement structurel parce que ce vieux quand même. Je vous épargne le plan Becker. Je vous épargne aussi le terme de Venise du Club de Paris. Je vous épargne le terme de Toronto, même si c'était au Canada. Je vais continuer. Oh là, je n'arrive pas à... Le tableau continue en fait, mais je n'arrive pas à la voir un peu plus bas. Professeur Rock, je ne sais pas comment on fait. Oh, je ne l'ai pas. Mais le tableau est long, Je vais juste m'arrêter à l'initiative PPTI. Je pense que tout le monde connaît l'initiative en faveur de pays pauvres et très endettés. Je l'ai dit un peu plus tôt que l'initiative en faveur de pays pauvres très endettés avait 3 phases. Il y avait une phase qu'on appelait la phase d'admission. Non, la phase d'admission ou d'éligibilité. Non, d'abord la phase d'éligibilité, la phase d'admission et la phase du point d'achèvement. Dans ces 3 phases, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale demandaient aux États de faire certaines réformes. Mais lorsque vous analysez ces réformes coïncident avec les mêmes réformes qui ont été privilégiées dans le cadre du plan d'ajustement structurel. À la différence, ce qu'on dit aux États, lorsque vous allez mettre en place toutes ces réformes, vous allez atteindre le point d'achèvement
et vous allez bénéficier entre-temps de financement qu'on appelle concessionnel. Un financement concessionnel, c'est un financement qui est accordé avec un taux d'intérêt plus bas, mais avec un délai de remboursement plus long. Et pour permettre aux États, donc, de pouvoir mettre en place des projets pour financer leur développement. Comment cela peut-il aider les États qui, avec les mêmes outils, vont appliquer le même recette pour pouvoir parvenir au développement? Et là, ça me questionne, quel est le sens de la viabilité de la dette finalement? Si la viabilité consiste à utiliser le même recette d'hier pour les appliquer aux mêmes réformes d'aujourd'hui en faveur des États qui éprouvent des difficultés pour rembourser leur endettement. La question reste posée. J'espère que nous, ensemble avec vous, nous allons pouvoir trouver les réponses nécessaires. J'en arrive donc à mon dernier point qui concerne la condition de mise en œuvre de la viabilité de la dette. Pour qu'il y ait une dette viable au sein des États qui sont concernés par cette question et pour leur permettre d'atteindre, de bien pouvoir atteindre les objectifs de développement durable, ma première proposition ou ma première condition, c'est de pouvoir demander aux États de pouvoir s'aligner dans les engagements financiers au principe de l'endettement responsable de la CNUSED. La CNUSED a publié depuis 2012 15 principes d'endettement responsable. Je vous épargne l'ensemble de 15 principes pour pouvoir vous l'expliquer, mais je prends un seul principe, celui qui concerne la transparence. J'ai pris l'exemple de la République démocratique du Congo, parce que je ne veux pas parler des autres États sur des questions de la transparence. La transparence devrait débuter d'abord au niveau des engagements de l'État. Vous allez remarquer que en République démocratique du Congo, il n'existe pas de politique nationale d'endettement. Il n'existe pas de loi qui permette à l'État de pouvoir s'endetter. La dette est gérée par un cadre financier régi par la loi des finances, mais il n'existe pas une loi spécifique qui encadre l'endettement du pays. Or, la République démocratique du Congo est un pays qui est né déjà endetté. Parce que lorsqu'on accédait à l'indépendance en 1960, nous avons hérité d'une dette de la métropole et que nous avions continué à payer. Et au fur et à mesure, avec les différentes institutions qui se sont succédées, le pays avait atteint le niveau qu'on appelle de pays pauvre et très endetté. J'aimerais retourner la question au professeur Blaise. Est-ce qu'on a déjà quitté le stade de pays pauvre et très endetté? Peut-être à la conclusion de ma présentation, il pourra nous donner la réponse, mais je ne suis pas très à l'aise pour pouvoir répondre par oui ou par non. La deuxième condition que j'essaie de proposer, c'est le respect du principe de bonne foi du pacte Assunção-Rwanda. Il a été démontré qu'au Congo, lorsqu'un gouvernement part, le gouvernement qui s'ensuit n'est plus à mesure de pouvoir payer les engagements financiers de la politique du président ou des institutions précédentes. Or, au nom de la continuité des services de l'État, les dettes contractées par les prédécesseurs ou les dirigeants qui étaient là avant devaient être payées et continuellement payées. Il est arrivé plusieurs fois dans le cadre de ma pratique de pouvoir convaincre certains dirigeants de leur dire, écoutez, l'engagement qui a été formulé, il a été formulé au nom de l'État. Et la personne qui a engagé l'État disposait de treaty-making power. Donc, il ne s'agit pas aujourd'hui de pouvoir remettre en cause l'engagement qui a été conclu au nom de l'État congolais. Dans le même cadre, je voudrais évoquer que la République démocratique du Congo est concentrée beaucoup plus à payer la dette extérieure. Pourtant, nous faisons face
à un stock de la dette intérieure qui est encore plus importante. Là, j'ai parlé de pacte Sunt Servanda. Je vais parler de la meilleure gestion de la dette en mettant en place la loi sur la politique d'endettement et la loi sur l'assainissement des finances publiques. Les politiques de réduction de la dette, je vous ai démontré tout à l'heure l'inconvénient des politiques qui ont été mises en place depuis 1956 jusqu'au PPTE, que une fois que le pays arrive à alléger son fardeau de la dette, que font les gouvernements? Ils se mettent à engager et à mobiliser massivement les nouvelles ressources financières. En conclusion, mes chers amis et distingués invités, les États africains, dont la République démocratique du Congo, dépendent de la dette. Et je constate qu'il y a une certaine dépendance de la viabilité de la dette à la viabilité des finances de l'État. Il ne peut pas y avoir viabilité de la dette sans viabilité des finances publiques. C'est pourquoi je considère, dans ce que je dis souvent, que la dette tient les finances publiques en état. J'ai juste pris une expression qui existe en droit pour dire que le pénal, le criminel tient le civil en état. La dette aussi tient les finances publiques en état, soit en recettes, soit en dépenses. Si l'État est suffisamment endetté, tout ce qu'il pourra mobiliser comme recette ne servira à faire quoi? Qu'à assurer les services de la dette plutôt qu'à financer les projets de développement durable pour pouvoir atteindre les objectifs de développement durable. Donc, il est nécessaire qu'il y ait une amélioration du système financier de l'État pour qu'on en arrive à la fiabilité. Une autre question que j'aborde pour qu'on rende la dette des États viable, c'est mettre en place des conditions de financement plus transparentes. Pour prendre encore l'exemple du Congo, nous avons un financement de plus de 10 milliards avec la Chine. Le contrat chinois aujourd'hui est à revisiter. Mais la manière que le contrat a été signé n'a pas été transparente. Pour preuve, il existe à ce jour au moins 3 accords de financement chinois. Et on ne sait pas lequel qu'il faut revisiter pour pouvoir dire combien on doit à la Chine, qu'est-ce qu'on a remboursé et qu'est-ce qu'on doit faire par la suite. L'actuelle équipe dirigeante tente de pouvoir négocier avec la Chine la possibilité de revoir ce contrat. Et dans le cas toujours de la transparence, le mode de remboursement de la dette chinoise est encore plus compliqué. La Chine a dit à la République démocratique du Congo, vous n'allez pas financer avec les recettes, le fonds, mais la Chine obtient le remboursement de sa dette à travers l'exploitation de mines, de gisements miniers. Le Fonds monétaire international a récemment publié que au regard des données que le Fonds monétaire a à sa disposition, la Chine aurait déjà récupéré l'entièreté du financement qu'il a accordé à la République démocratique du Congo. La question que l'on se pose, est-ce que cette dette elle est viable? Et si elle est viable, peut-on demander à la Chine créancière de la République du Congo de nous dire combien il a déjà obtenu en termes de remboursement dans le cas de la transparence des deux partenaires, dans le cas de remboursement de la dette qu'elle a octroyée à la République démocratique du Congo? Avec tout le respect que j'ai de mes collègues d'origine chinoise, je n'ai rien contre l'État chinois, mais je suis convaincu qu'une telle information ne sera pas rendue disponible. Nous avons proposé à ce que l'État puisse recourir aux instruments financiers innovants tels que les obligations durables ou les obligations de résilience. Je n'aurai pas le temps d'expliquer les obligations durables, mais plusieurs États actuellement, dont le dernier en date, le Ghana,
la Côte d'Ivoire sont en train de mettre en place des obligations vertes qui s'inscrivent notamment dans les cadres de financement des projets en vue d'atteindre les objectifs de développement durable. Oh, est-ce qu'il y a un dernier mot que je dois dire? Encourager les emprunteurs à partager les informations. Oh, je l'ai dit un peu plus tôt pour le cas de la Chine. Est-ce que les créanciers sont disponibles? Mais vous allez remarquer que la plupart des contrats liés à l'endettement des États sont souvent pas disponibles. Mes chers collègues, c'est à ce mot que je vous dis merci de m'avoir suivi. J'espère avoir épuisé le temps qui m'a été imparti. Merci et je vous remercie. Merci beaucoup, David. Je vous invite peut-être à arrêter le partage d'écran. Ah, good. Pour qu'on retourne en galerie. Donc, pour ceux et celles qui nous suivent sur Zoom, ça va être plus facile pour poser des questions. Donc, justement, on arrive à la période de questions. Il est 13h23 minutes. Nous avons la possibilité de vous poser des questions jusqu'à 14h. C'est l'heure de fin prévue pour notre conférence midi. Donc, je vois déjà des mains levées à l'écran. J'aurais tendance quand même à commencer peut-être par les gens dans la salle, puis ensuite me tourner sur Zoom. Donc, on prendra peut-être une première série de questions. Ensuite, je vous donne la parole pour que vous puissiez répondre aux différentes questions. Puis, probablement qu'on aura le temps de faire 2 ou 3 tours jusqu'à 14 heures. C'est bon? Je commence avec les gens qui sont dans la salle. Emmanuel, M. Aumé, monsieur. Oui, il y a quand même 5 mains levées, donc on va prendre les 5 premières mains levées dans la salle. Puis ensuite, je vais me tourner vers vous, messieurs, dames, qui sont venus. Emmanuel. Oui, merci beaucoup pour la parole. Je remercie les doctorants pour cette présentation. C'est une question vraiment prioritaire pour moi. Les questions liées au financement du développement durable me préoccupent au plus haut point. J'ai commencé à suivre votre présentation en ligne et puis j'ai jugé qu'il était bon d'arriver parce qu'il y a des points que je ne semblais pas comprendre. Peut-être que vous allez m'aider à clarifier ça. Tout à l'heure, quand vous avez commencé à parler de la viabilité, vous avez essayé de jeter un coup d'œil sur le concept de mettre vivant et viable, ce qui est même en droit congolais n'est plus le cas parce que finalement, même la modification du Code de la famille à son article 215 qui prévoyait cela est déjà modifié. Aujourd'hui, on parle d'un enfant tout simplement conçu et considéré comme étant un sujet de droit et donc a des droits. Et je veux savoir la viabilité en 2 mots. Ma première question, c'est quoi une dette viable? En 2 mots. Là, c'est la première question parce que je me dis, aujourd'hui, si on dit une dette viable, oui, une dette à pourcentage réduit et payable pour un long moment, est-ce que cela suffit pour qu'une dette soit viable? Je veux que vraiment vous puissiez m'expliquer ça. Deuxièmement, vous avez parlé de la dette en général, en commençant par les années 56, en allant jusqu'à 2015 vers les ODD et consorts. Je me suis senti un peu perdu. Est-ce que, là c'est ma deuxième question, est-ce qu'il n'y a pas lieu de diviser les moments? Parce qu'il y a une dette, la première, qui commence à 56, qu'il ne faut pas, que moi, à mon point de vue, il ne faut pas vraiment mélanger avec les nouvelles formes de dettes que nous avons actuellement avec de nouveaux acteurs qui émergent trop souvent à partir de 2010-2005. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est vraiment urgent de diviser, de séparer ces dettes-là? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du développement durable, moi, je jette un coup d'œil directement sur l'agenda 2063 de l'Union africaine et je jette un coup d'œil directement sur l'acteur clé, la Chine. J'ai fait un travail avec le professeur Roch sur cette question-là et après avoir analysé toutes les stratégies de développement, je suis arrivé à une conclusion que les nouvelles routes de la soie prônées par la Chine sont un moyen efficace pour financer le développement durable. Et la Chine le dit même dans son rapport par rapport à son apport sur les financements de projets allant dans le sens du développement durable. Seulement la question que je me pose, est-ce que votre définition que vous avez donnée précédemment
est-elle aussi valable pour le cas de la Chine? Puisqu'il y a Tanguy Touye qui, dans son livre « La Chine et les nouvelles routes de la soie », estime qu'aujourd'hui, les dettes chinoises constituent un autre moyen de prise en otage des richesses des États africains et même de la souveraineté des États africains. Et par là, je veux savoir, est-ce que la même définition que vous avez donnée là, est-ce qu'elle vaut aussi pour la Chine? Parce que la Chine donne les taux d'intérêt faibles et puis elle donne un délai long, en sachant que vous n'allez pas payer. Du coup, si on prend votre définition, on applique sur la Chine, est-ce que ça vaut? Considérant que la Chine, sur les domaines des infrastructures en Afrique, elle représente aujourd'hui à peu près 70% d'exécution des travaux sur le continent africain. Est-ce que cette définition, elle vaut? Et je pense que si vous répondez à ces trois questions-là, vous allez me permettre finalement d'être éclairé quant à ça, parce qu'il y a une brèche que vous avez aussi ouverte dans votre présentation. Je n'ai pas bien saisi, mais peut-être que vous allez m'aider à fixer ça aussi en finissant. Vous avez dit que toutes les stratégies de développement ont été axées sur le développement économique et on semblait oublier l'aspect environnemental. Aujourd'hui, j'ai aimé parce que vous avez dit que la résolution semble être moins contraignante et le caractère contractuel de la dette fait que celle-ci a comme une pression plus que la résolution. Mais maintenant, comment concilier les deux aspects, l'aspect économique et l'aspect environnemental face aux enjeux ou au financement de projets de développement durable? Merci, Emmanuel. Monsieur Diane. Vous n'avez pas levé la main? Ah, c'est vous, monsieur. Évidemment. Donc, merci pour la présentation. Et c'est juste, premièrement, si on pouvait avoir les plans, c'est aussi impossible. C'est ça. Et aussi, ma question, c'était par rapport au programme de restructuration. Vous avez parlé du PPP et du DADN. Oui. Mais le dernier, le plus courant, c'est le cadre commun du GILA. Est-ce que ça, vous avez un avis là-dessus? Parce que c'est une idée utilisée récemment, et 2004. Et c'est le dernier cadre commun qui essaie de rallier quand même les différents acteurs actuels en relation avec l'utilisation. Il y a des idées différentes sur comment est-ce que le cadre commun doit être procédé. Donc, mais il y a quand même une évolution avec la santé de Bernard, le Tchad également, et le Tchad qui pourra actuellement. Donc, c'est juste savoir sur ce programme. Merci, monsieur. Monsieur Ouellet. Merci beaucoup pour la parole donnée qui me permet de poser une préoccupation que j'ai. Je commencerai par dire que le concept de viabilité de la dette n'a pas été clairement défini, et même son internationalisation. Vous avez évoqué comme sous-bassement la résolution, je crois, 69-313, et questionnant même la portée d'une résolution des Nations Unies en droit international public. Alors, j'aimerais savoir quel est le critérium de la viabilisation de la dette. Donc, est-ce qu'on dit qu'une dette est viable? Deuxième préoccupation, j'aimerais savoir quelle est la différence que vous établissez entre la soutenabilité et la viabilité de la dette. Ensuite, au regard des conditionnalités qui se greffent à la notion de dette dans les relations internationales, et notamment les conditions que les institutions de Bretton Woods imposent aux États, lorsque je vais convoquer, par exemple, le programme d'ajustement structurel, où dans certains États, les institutions de Bretton Woods ont exigé aux États de réduire leur train de vie, et la réduction de ce train de vie passait notamment par la réduction du nombre des fonctionnaires, la baisse des salaires. Est-ce que le recours à l'endettement, qu'il soit viable ou non viable, ne crée pas plutôt d'autres problèmes sociaux, c'est-à-dire en voulant résoudre le problème de financement du développement durable, est-ce qu'en recourant à la dette, on n'en crée pas d'autres? Voilà l'essentiel de notre préoccupation et merci.
Merci, monsieur. Laisse passer de mes questions en sens. Et après, je vais aller en ligne. Bien sûr, les gens qui sont sur Zoom. Je vais aller vers vous. Frédéric, Frédéric. Frédéric, ensuite à ça. Bon, ben, les questions rejoignent un peu celles de mes collègues de toute façon. La première étant, c'est ça, et si c'est les critères, c'est quoi le taux? Vous avez parlé de taux concessionnel qui pourrait permettre, mais est-ce qu'il y a des économistes qui sont penchés sur la question, à savoir, en fonction du PIB, par exemple, à quel taux est-ce qu'on peut emprunter, puis c'est quoi le terme du remboursement? Donc, ça, c'est la première question sur la viabilité. La deuxième rejoint encore une fois un peu la question d'Emmanuel. Est-ce que ça peut être vu, la question qu'on peut aussi, en fait, est-ce que vous avez j'ai compris, là, vous avez une perspective très critique sur l'accord entre la Chine et le Congo par rapport au remboursement de la dette, par rapport au minéraux critiques, mais est-ce que le fait qu'il y ait une diversification des créanciers internationales, ça ne peut pas être un outil qui soit favorable pour les différents États africains, là, notamment, et entre autres du fait de les prêts chinois sont, la Chine, du moins, se vante d'avoir aucune condition politique. C'est donc c'est ça, c'est les deux questions. Merci, Frédéric. Hassan. Oui, merci pour ce bel exposé. En fait, j'ai une seule question. Vous avez défini le concept de financement du développement durable comme ensemble des flux de capitaux qui visent le public en motion million ayant pour objectif la réalisation des ODD. Partant de cette définition, la question c'est de savoir est-ce qu'il s'agit de tous les objectifs? Parce que dans les informations, je pense qu'il y a des objectifs qui ne sont pas liés vraiment au financement, genre l'objectif universel que dans l'égalité des différents des sexes. Et puis j'ai essayé de parcourir un peu aussi des indicateurs qui parlent de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc c'est ça la question. Merci, Hassan. Donc, je me tourne maintenant vers les gens qui sont sur Zoom. Je vais commencer avec le professeur Kabange. Il y a 4 mains levées. Vous avez tous l'occasion de poser vos questions. Compte tenu de l'avancement de l'heure, il n'est pas certain qu'on va faire 2-3 tours de questions. David, je vous rassure. Vous avez de bonnes chances qu'on fasse un seul tour et qu'on vous donne la parole pour la suite. Donc, professeur Kabange. Merci beaucoup, professeur. J'espère qu'on arrive à m'écouter. Allô? Allô? Allô, est-ce qu'on m'écoute? Je n'entends pas, professeur Kabange. Donc, en attendant, je vais donner la parole à quelqu'un d'autre. Donc, je vois M. Bakwa qui est en ligne. Donc, je vous invite à ouvrir votre micro. Allô? Allô? Merci beaucoup. David, Vous m'entendez là? Regardez dans le niveau du hibou, s'il n'y a pas moyen d'allumer le... Allô? D'accord. Est-ce qu'il a commencé déjà à parler? Oui. On Allô? n'entend pas ici. Sur Zoom, ils s'entendent entre eux, mais nous, on ne les entend pas. Vous m'entendez? Ah, maintenant, oui, oui. Très bien. Oui, professeur, vous m'entendez? Oui, on vous entend maintenant, M. Bakwa. La parole est à vous. Très bien, merci, professeur. Je salue l'approche de l'orateur. Il a été pour le moins pertinent. Mais j'ai quelques petites préoccupations par rapport, vu le temps, on va aller peut-être de façon pratico-pratique. Mais dans l'ensemble de l'exposé, je n'ai pas du tout senti l'approche sur la fameuse problématique des dommages et intérêts climatiques. Vous savez, c'est une question qui a été largement abordée lors de la COP d'Égypte, de Charles Michel, la COP 27, je crois, à laquelle je participais. C'était une question qui n'a pas été véritablement vidée, mais c'était là des approches pour le moins intéressantes qui ont permis aux différentes parties, aux différents États de pouvoir véritablement exposer les problèmes ou la problématique de la viabilité de la dette d'une façon ou d'une autre. Mais je n'ai pas senti véritablement l'enjeu de cette approche-là
au niveau de l'exposé de notre orateur, qui a du moins essayé un peu d'élargir les débats. D'où ma deuxième question, la toute dernière. Il a fait allusion au sens de la viabilité de cette fameuse dette. Je pense il faudrait en parler. J'ai remarqué qu'il a pointé du doigt, si vous voulez, la Chine. C'est vrai, il a épinglé la RDC par rapport à la coopération avec la Chine, mais il n'y a pas seulement la RDC. J'ai eu la chance de bourlinguer dans plusieurs autres pays d'Afrique. La Chine est aussi présente et la même problématique se pose, les mêmes questions se posent, mais est-ce qu'on peut aujourd'hui, parce qu'on a posé des questions pour lesquelles on n'a pas véritablement trouvé des réponses, est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, il y a des pistes, si vous voulez, des pistes contraignantes pour pouvoir amener la Chine, si vous voulez, à pouvoir y répondre, c'est-à-dire à répondre à ces différentes questions, aux différents questionnements des uns et des autres. Et sinon, nous serons en train d'en parler le plus longtemps possible, mais même moi, j'ai parcouru un peu les rapports du Fonds monétaire international, oui, mais il n'y a pas quelque chose de contraignant. Il n'y a pas une valeur contraignante, il n'y a pas de propositions efficaces pour pouvoir changer la donne ou bouleverser les choses. Est-ce que au niveau de l'orateur, il a prévu quelques éléments avec son intelligence pour pouvoir nous permettre un jour de déboucher sur de véritables pistes de solutions afin de pouvoir contraindre la Chine, ne serait-ce qu'à nous offrir, à nous apporter des réponses pour le moins efficace et durable par rapport à cette question de la viabilité de cette fameuse dette. Parce que là, il y a une problématique de la transparence. Et il y a ce que vous connaissez tous, la malgouvernance, si vous voulez, la mauvaise gouvernance de nos États. On a parlé de la République démocratique du Congo, mais pas seulement la République démocratique du Congo. D'autres pays aussi connaissent le même problème. Quelle est la solution idoine? Quels sont les éléments performants pouvant nous amener à contraindre la Chine? Merci. Merci, M. Pacwa. Je vais redonner à nouveau la parole à Junior Kabangué. Pour des raisons techniques, on ne vous a pas entendu, chers collègues, mais je pense que là, le son est rétabli. Mon professeur Kabangué. J'espère on peut m'entendre maintenant, ça va? Oui, c'est le cas. Ok, merci beaucoup, professeur Rock. Alors, j'aimerais d'abord féliciter l'orateur pour l'exposé. C'est vrai que c'est une matière assez technique, mais je pense personnellement, j'ai retrouvé beaucoup d'éléments dans son exposé. Mais j'aimerais commencer par quelques observations. Peut-être rappeler d'abord que le mécanisme de la dette, et là je parle dans une perspective africaine, bien sûr, c'est un mécanisme qui, en finance publique, est rangé parmi les ressources exceptionnelles. C'est pas un mécanisme qui est censé être un mécanisme principal. Malheureusement, évidemment, dans le contexte de nos pays africains, aujourd'hui, lorsqu'on parle de la dette, évidemment, extérieure avec le FMI et les autres, on a tendance à considérer que ce mécanisme est principal, alors que c'est en principe un mécanisme des États malades, n'est-ce pas? Donc, mais en même temps, c'est aussi vrai qu'un État, même quand bien même on serait les États-Unis, on ne peut pas se départir de la dette. Donc, tous les États sont endettés d'une certaine manière. Alors, ma question, c'est beaucoup plus sur les modes de financement du développement. C'est vrai qu'on parle de la dette publique, mais aujourd'hui, je pense que l'orateur a même mentionné, il a parlé des obligations. Donc, il y a des nouvelles techniques, n'est-ce pas, qui permettent, par exemple, aux États d'aller sur les marchés financiers. Alors, euh, ma question, évidemment, c'est de savoir, parce qu'on parle de la viabilité de la dette, c'est de dire comment est-ce qu'on peut entrevoir la viabilité de la dette si les paradigmes de gouvernance déjà au niveau local ne changent pas. Je prends l'exemple du Congo. Il suffit d'avoir suivi, ceux qui peut-être suivent même de loin, les débats parlementaires sur la loi sur la reddition des comptes, mais
c'est affreux de voir comment est-ce que le budget est exécuté avec une indiscipline abasourdissante. Donc, ce que je veux dire, c'est que la viabilité de la dette repose aussi sur, en principe, je pense, le mode de gouvernance. Vous avez parlé de transparence, et en parlant de transparence, on voit indirectement la corruption. Donc, tant qu'il y a des facteurs comme la corruption, tant que l'argent qui devrait être investi, parce qu'en fin de compte, la dette, le FMI et les autres, excusez-moi de dire comme ça, c'est des commerçants. Lorsqu'on emprunte cet argent, il faudrait que cet argent produise. Il faudrait qu'on arrive, n'est-ce pas, à produire au niveau de l'économie nationale pour renforcer les ressources de l'État, n'est-ce pas? Donc, je pense que la viabilité de la dette devrait aussi prendre cet aspect en compte, c'est-à-dire la structure de gouvernance au niveau des États africains. Tant qu'on aura un modèle qui repose sur la corruption, sur l'indiscipline budgétaire, sur, voilà, on prend l'argent, mais ça termine dans les poches des individus qui s'enrichissent au détriment de la collectivité publique, ben on va rester dans ce cercle vicieux. Et c'est ça qui m'emmène au fait, au deuxième aspect de ma question pour dire, mais est-ce qu'on doit continuer à contempler la dette publique comme ce mécanisme par excellence du développement durable? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de travailler aujourd'hui pour aller vers d'autres modes, n'est-ce pas? C'est ça que je me fais comprendre. Et je termine rapidement avec le modèle chinois. Vous avez tendance à mettre le modèle western ou disons capitaliste avec le Fonds monétaire international et la Chine sur le même banc des accusés. Mais le modèle chinois, personnellement, c'est vrai qu'il n'est pas parfait. Là, je donne mon opinion. Il n'est pas parfait, mais je pense qu'avec un peu d'intelligence dans la négociation des contrats, qui sont généralement des contrats ressources naturelles contre infrastructures, si on a une bonne capacité de négociation au niveau des États africains, on peut, même si ça ne sera pas vraiment le gain parfait, mais on peut avoir des meilleurs résultats qu'avec le modèle classique de la Banque mondiale et les autres, n'est-ce pas? Donc, je ne sais pas à ce niveau-là comment vous voyez les choses. C'est vrai que vous avez parlé de revoir les contrats chinois, mais je pense quand même que ça serait, à mon avis, ça serait pas très juste de mettre le modèle chinois et le modèle capitaliste, si je peux dire ça comme ça, sur le même banc des accusés, même si la Chine elle-même devient capitaliste aussi. Donc, voilà, j'ai touché à plusieurs aspects. Donc, juste pour un peu me résumer, voilà, la viabilité de la dette, bon, par rapport au mode traditionnel de gouvernance dans nos pays africains, il y a beaucoup de légèreté dans la corruption, tout et tout. On risque de rester dans cet engrenage, tout en sachant que le mode de dette publique est un mode en finances publiques exceptionnel. N'est-ce pas? Il faut travailler sur la fiscalité et puis voilà, réinvestir, diversifier l'économie. Donc, à ce niveau-là, comment vous appréciez la viabilité de la dette? Alors, par rapport aux autres modes de financement, n'est-ce pas, qui peuvent exister, les marchés obligataires et tous les autres, quelle est la place que vous attribuez aujourd'hui à la dette, le mécanisme de la dette? Et puis, donc, je pense que c'est un peu ça. Et puis, par rapport aussi à la comparaison entre le modèle chinois et puis le modèle capitaliste. Merci. Merci, professeur Kabangé. Il reste 2 mains levées à l'écran. Je vais prendre les questions, puis ensuite, je vais laisser tout le temps de parole nécessaire à notre conférencier du jour. Il n'y aura pas d'autres questions qui vont s'ajouter. Donc, les 2 dernières mains levées sur Zoom, il y a Christophe Mbouyi et Hakim Hassani. Donc, on va commencer avec Christophe. On vous écoute. Ok, merci, monsieur le professeur, pour la parole. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ok, je remercie le présentateur, l'orateur du jour. Je partage les grandes lignes de sa présentation, mais à quelques exceptions près. Je commencerai par l'idée du développement durable avec ces 3 piliers, l'économie, l'environnement et le social. Lorsque on parle d'une dette, c'est une expression qui est entrée dans le domaine de l'environnement à partir du Paris Agreement. Parce que lors du protocole de Kyoto, on avait parlé des pays membres de l'annexe 1
c'est-à-dire ceux qui ont pollué et se sont développés, qui devaient donner l'aide au financement public. Ce n'était pas une dette, premièrement. Et l'idée de la dette s'est introduite à partir de Paris. Alors, la question est celle de savoir, lorsque nous parlons d'une dette, nous voyons souvent à partir de notre pays les institutions de Bretton Woods, IMF et World Bank. Ils sont des commerçants, comme le professeur Kapan qui vient de le dire, qui prêtent avec intérêt. Et la question de la dette a été largement analysée. Je recommanderais aux présentateurs de puiser dans les écrits du professeur Khaled Kabila, Versailles, comparé au Mukoko Samba, le Kingu Adodo, qui étaient les prédicateurs de la dette. Quelle est l'économie de la question dans notre pays? On a donné l'argent au corrupt government, un gouvernement corrompu, et ce gouvernement a retourné l'argent à l'extérieur. Tout le monde peut faire la traçabilité. La population a demandé à ce qu'on puisse saisir les biens de voleurs, excusez-moi de le dire comme ça, qui ont dirigé la Deuxième République pour retourner la dette. Et ça n'a pas bénéficié à la population. Ça ne s'est pas traduit dans l'assiette de la ménagère. Maintenant, aujourd'hui, parler d'une dette, ça n'a pas une bonne augure. Ça ne présente pas une mauvaise idée, surtout lorsqu'on parle de développement durable. Quelle a été la chanson pour les Red Plus? Vous gardez vos forêts, vous gardez vos ressources naturelles, nous vous donnons l'argent. Ce n'était pas un prêt. Pour que vous puissiez développer les activités alternatives afin de survivre. L'idée de la dette s'est introduite dans le domaine de l'environnement après. Parce que je vois lorsqu'il a défini le développement durable, il a parlé plus de la donne environnementale qui a rejoint les autres domaines, les domaines social et économique. La question est celle de savoir si l'orateur peut nous donner les noms de 2 pays dans le monde qui se sont développés avec une dette internationale. Si ça existe, je lui conseillerais d'aborder dans le même sens et faire une étude là-dessus. Mais s'il n'y a pas 2 pays qui se sont développés avec une dette internationale, autant que cela vient des commerçants, il serait mieux plutôt, à mon sens, de renforcer l'aide. J'aimerais qu'il puisse nous parler de l'aide au développement durable par rapport à l'exchange. Vous gardez vos forêts, nous vous prêtons l'aide, nous vous prêtons, nous vous donnons l'argent au retour parce que vous gardez les éléments nécessaires qui nous permettent tous de vivre. Ce qu'on appelle le poumon du monde. Je crois que je me suis fait bien entendre, mais quand on parle aussi du contrat chinois, il y a eu un rapport qui a été donné, le premier rapport de l'IGF, Inspection Générale des Finances. Nous sommes au Congo. Ce sont les commerçants, individus, sociétés privées, qui sont allés contracter des dettes avec les banques chinoises, mais qui étaient couverts par le gouvernement chinois. C'est ce qui a été dit dans les rapports. Ce n'était pas la Chine et le Congo. C'est comme Versailles, Bretton Woods Institution. Ce n'est pas le gouvernement américain et le Congo. Ce sont les privés. À ce titre-là, je ne vois pas le pays avancer, je ne vois pas les bénéfices de cette aide internationale. Ce débat est vieux, comme notre société. Ça a eu lieu au Congo, les années 80, 90 et aux années 2000. Je ne vois pas ce qui a changé. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, dernière question, puis ensuite la parole est à vous, David. Donc, Hakim Hassani. Puis en attendant que vous preniez la parole, donc je suis allé voir la statistique. Là, en 2024, maintenant, le service de la dette pour les États-Unis, c'est 870 milliards. Donc, on vient de dépasser pour la première fois les dépenses militaires. Donc, en 2024, les dépenses militaires américaines étaient de l'ordre de 850 milliards de dollars. Donc, maintenant, le service de la dette à lui seul des États-Unis est rendu à 870 milliards.
David? Allô, professeur, je peux? Ben oui, mais on vous a invité, M. Esseni, donc on vous écoute, puis ensuite on va donner la parole à notre conférencier. Il y a quand même eu plus d'une vingtaine de minutes de questions, donc je pense qu'on va lui donner mais, de rassembler les idées puis de répondre comme il le peut aux différentes questions qui ont été posées. Donc, à vous la parole. merci beaucoup, professeur Roch, pour la parole. Et je félicite beaucoup David pour cette brillante intervention. Et personnellement, je pense que si je l'ai bien suivi, je ne pense pas qu'il ait fait l'apologie de la dette, contrairement à l'ensemble des questions qu'il vient de recevoir ici. Je situe plutôt le problème à mon niveau au point de la clarification conceptuelle, parce que, comme l'avait tantôt dit le professeur Kabang, il s'agit d'un domaine trop technique et qu'il y a des interconnexions dans plusieurs disciplines là qui, elles aussi, ont des concepts qui se rapprochent. Donc, on a parlé de l'aide au développement, hein, de la dette au développement, des finances responsables, des inégalités écologiques, des concepts comme ça qui ont une imbrication et qui, à mon sens, j'aurais voulu peut-être que l'orateur à ce niveau-là, qu'il allait peut-être aborder une partie sur la clarification conceptuelle pour vraiment nous situer par rapport à la question de la viabilité. Parce que la question de la viabilité semble rester intacte au regard de son exposé, au point que chacun est sorti avec un entendement. Moi, personnellement, je ne sais pas si la viabilité par rapport au FMI se résout par rapport à la question de la capacité de rembourser, ou la viabilité, c'est par rapport aux résultats que la dette donne sur le terrain. Alors, ma question ici, c'est au niveau de... Pardon? Ah, excusez-moi, il y a eu un retour de son. Terminez votre question, puis je vais donner la parole ensuite à notre orateur du jour. D'accord. Donc, je disais ici par rapport au pouvoir des partis entre l'État qui emprunteur et l'État, les États ou l'organisme créancier. Quel est le rapport de force entre les partis? Est-ce que vous estimez que vous qui avez étudié la question, que les partis ont le même rapport? Ceci nous amènerait à répondre à la préoccupation de ceux qui pensaient qu'il faut contraindre, parlant de la RDC, bien sûr, la Chine, auquel cas moi je ne suis pas d'accord de cette manière de voir les choses, parce que entre celui qui vient prêter et celui qui octroie la dette, vous n'allez pas, vous qui venez à la banque, exiger à la banque vos critères à vous pour dire non, banque, moi je vous... Non. Je pense que pour ma part, il appartient à celui qui donne, c'est une sorte de contrat d'adhésion, de pouvoir peut-être dicter un certain rapport de force. Alors, la préoccupation, à mon niveau, aurait été de pouvoir nous dire quel est l'impact de ces concepts-là de viabilité dans les rapports de force entre parties. Est-ce que ce concept de viabilité vient atténuer les rapports de force, car celui qui donne, comme en Afrique on dit, la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit? Est-ce que le concept-là de viabilité peut-il nous aider à pouvoir rééquilibrer les rapports de force de manière à ce que ces pays-là, parlant des pays du Sud, qui à mon avis ne sont pas pauvres parce qu'ils couvrent cette capacité de remboursement par rapport à leur potentiel des ressources naturelles pour la plupart, donc qui disposent d'un réservoir énorme de ressources naturelles. Et c'est ça qui fait que ces pays aillent vers ceux qui ont le moyen des capitaux frais pour pouvoir emprunter. Donc voilà. Merci, M. Esseni. Ben, écoutez, David, ce qu'on va faire compte tenu de l'heure, je vous propose de peut-être rassembler vos idées puis de répondre aux principales questions qui vous ont été posées. Plusieurs questions allaient sensiblement dans le même sens aussi. Je pense que vous pouvez écouter quelques-unes de ces idées-là.
Juste pour ajouter peut-être mon grain de sel au débat, je suis allé regarder les chiffres, là. Je vous ai dit que le service de la dette aux États-Unis était de 870 milliards l'an dernier. Le niveau d'endettement des États-Unis, c'est 122% du PIB. Donc, je pense que ça donne aussi une idée de grandeur là, du niveau d'endettement d'un pays comme les États-Unis. Je ne pense pas que vous ayez plaidé pour que la dette soit le principal moteur du financement du développement durable. Je pense que c'est un élément parmi tant d'autres. Ça s'ajoute aux taxes, aux impôts, aux investissements directs étrangers, puis à toute forme de rentrée de capitaux possibles là, qui peuvent permettre de financer le développement durable. Mais au-delà de tout ça, je pense que vous avez eu plusieurs questions là, qui convergeaient sensiblement dans la même direction. Donc, pas de contrainte de temps. Prenez le temps qu'il faut pour répondre à ces questions. Mais comme je vous dis, là, je ne prendrai pas d'autres questions. Ah, d'accord. Vous avez reçu suffisamment de questions mais aujourd'hui. Je peux parler pour ça. Allez-y, la parole est à vous. J'ai dit sincèrement merci à toutes les personnes qui m'ont suivi et qui ont posé des questions. Si j'avais la réponse à la question, c'est quoi la dette viable, je vous la donnerai tout de suite. Vous aviez remarqué que je suis parti continuellement dans un questionnement pour me demander qu'est-ce qu'on appellerait réellement dette viable. Si on considère les approches du Fonds monétaire international par rapport à ce qu'il appelle la soutenabilité, le professeur m'a précédé, le calcul du Fonds monétaire international, c'est la capacité de l'État à rembourser. Et cette capacité tient compte du produit intérieur brut, c'est-à-dire les richesses nationales du pays, et ça tient compte aussi des autres indicateurs comme le stock actuel de la dette de cet État, les différentes ressources que cet État peut mobiliser, on appelle ça la capacité de mobilisation de ressources. Il y a maintenant, le Fonds monétaire international a mis en place un indicateur pour déterminer quelle est la capacité de remboursement de chaque État. Et le travail a été fait conjointement avec les agences de notation qui estiment que lorsqu'il accorde à un État un A, un B, c'est ainsi que certains États ont été déclarés en défaut de paiement alors qu'ils n'avaient même pas encore remboursé la dette, simplement parce que, au regard des indicateurs qui ont été fixés par les différentes agences de notation comme il y en a plusieurs, mais je vais parler juste des agences de notation. Lorsque ces agences arrivent à coter un État, ils lui donnent une cote par rapport aux différents indicateurs macroéconomiques. Parmi ces indicateurs macroéconomiques, nous avons le cadre budgétaire, le service de la dette, il y a l'encours de la dette, il y a le stock global de la dette. Et il y a le financement futur ou les services futurs que les États, parce que la dette suit un cheminement. Il y a l'étape première de la négociation et puis l'étape de la signature, mais il y a une étape plus importante, c'est la gestion de la dette. Dans la gestion de la dette, on commence à déterminer est-ce que la dette a un délai de remboursement qui a été fixé ou qu'on appelle généralement le délai de grâce. Le délai de grâce, c'est un délai en dehors duquel l'État ne va pas rembourser la dette. Ça veut dire que vous avez obtenu le financement, vous réalisez le projet, vous calculez à partir de quand le projet peut commencer à produire des recettes pour pouvoir rembourser la dette. Normalement, la dette se rembourse avec l'objet pour lequel le financement a été mobilisé. Mais certaines dettes, comme les dettes de défense militaire, je ne sais pas comment les États-Unis d'Amérique, mais le produit intérieur brut des États-Unis d'Amérique permet aux USA de pouvoir faire le remboursement. Mais pour les États insulaires et les États de l'Afrique francophone subsaharienne, le PIB est déjà en deçà de la moyenne. Donc, les capacités juste à partir d'indicateurs du PIB, ça pose problème. Et si on aborde le stock global doit être calculé par rapport aux engagements financiers que l'État a contractés pendant une certaine période. Ça peut être 10 ans ou 20 ans.
chaque agence ou le Fonds monétaire, les experts calculent. Le cadre de viabilité de la dette du Fonds monétaire international n'est fondé que sur cet ensemble des critères macroéconomiques, politique budgétaire, politique commerciale, en cours, service de la dette, délai de grâce, le stock global. Mais chaque État n'a pas le même type de dette. Est-ce que je suis d'accord que c'est cela la définition que je donnerai à la viabilité de la dette? Je ne pense pas. Parce que pour moi, la dette viable devait intégrer les trois aspects du développement durable, les aspects économiques. Donc, on tient compte des critères macroéconomiques, cadre budgétaire, politique, ainsi de suite. Et on a deuxième aspect, les aspects sociaux. Est-ce que la dette a été transparente? Est-ce qu'elle a respecté les normes de transparence, de gouvernance? Les normes de gouvernance, encore une fois, je voulais le dire pour le cas de la Chine, on n'oppose pas à un créancier le cas de gouvernance. Moi, si je suis un créancier et que je voudrais vous donner de l'argent, si vous n'êtes pas un bon gestionnaire, ce n'est pas mon problème. Qu'est-ce que j'attends de vous? J'attends de vous juste que vous puissiez me rembourser mon argent avec les intérêts qui seront accumulés. C'est vrai. J'ai parlé à un moment donné de critères de transparence avec les différents indicateurs qui sont les institutions qui s'occupent de la transparence. L'EPIN, c'est un indicateur de la Banque mondiale pour calculer s'il y a transparence dans un pays. Il y a les indicateurs de Mo Ibrahima. Mo Ibrahima, c'est aussi un financier, un cadre de réflexion qui calcule le niveau de gouvernance au niveau de chaque pays. Il y en a de bons et il y en a de bons. Je donne le cas je donne un cas qui a posé, par exemple, problème au niveau des indicateurs Mo Ibrahima. Est-ce que le Rwanda a un cadre de gouvernance convenable? Or, si on tient compte que les critères macroéconomiques, l'endettement du Rwanda serait viable. OK, mais si on inclut dans la gouvernance les questions de droits humains, est-ce qu'on parlerait que le Rwanda respecterait tous les critères? Je ne sais pas s'il y a un seul pays au monde qui remplirait tous les indicateurs de viabilité. C'est pourquoi je me pose même la question que lorsqu'on dit développement durable, est-ce qu'on ne dit pas développement viable? Oui, mais si on dit développement viable, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de viabilité? Le mot, quand vous regardez le schéma de 3 dimensions du développement durable, vous allez remarquer que la viabilité ne se trouve qu'entre l'intersection de 2 éléments, la dimension économique et la dimension environnementale. Mais les auteurs qui ont imaginé ce tableau n'ont pas pensé aux critères sociaux. Donc, il me sera difficile à mon niveau de vous donner une définition qui mettrait tout le monde à l'aise de la dette viable. Moi, je partirai donc des indicateurs que j'ai évoqués, des critères sur le principe de la CNUSED pour pouvoir établir une définition viable. Mais vous allez remarquer que dans ma présentation, je suis resté dans ces perpétuels questionnements pour qu'ensemble, qu'on se dise qu'est-ce qu'on peut dire. Mais moi, en me fondant juste à la résolution, vous avez remarqué que je n'ai pas été d'accord avec les différentes politiques que la résolution met en place pour pouvoir définir ce qu'on entend comme dette viable. Alors, je suis très heureux que les gens aient posé la question sur les rapports de force entre la Chine et la RDC. La RDC est un pays qui a beaucoup d'autres défis, comme la Chine. Mais les défis en termes de rapport de force, il faut reconnaître que la Chine est une puissance hégémonique. Et si elle peut imposer sa puissance hégémonique auprès des États qui ont besoin qui ont besoin de financement et que la Chine peut saisir cette opportunité, je ne juge pas la Chine. La Chine a donné des mains financières. Le problème que le Congo a avec la Chine, le Burundi et un autre pays de l'Afrique de l'Est a le même problème avec la Chine. D'ailleurs, la Chine s'est approprié tout import étatique, arrachant même la souveraineté, l'autorité de l'État sur ce port-là dans un des pays de l'Afrique de l'Est. Qui suis-je pour analyser les politiques commerciales de la Chine?
Mais ce que moi je relève, ce sont les indicateurs objectifs qui démontrent qu'à partir du moment où il n'y a pas de transparence dans le mécanisme de financement ou d'octroi de prêt, il y a un problème. Et on ne peut pas considérer cette dette viable. Il y a des auteurs qui ont imaginé la théorie de la dette odieuse. Et il y a eu beaucoup trop de débats sur la question de la dette odieuse, une dette qui n'a pas profité à la population ou qui n'a pas servi à l'objectif pour lequel la dette a été contractée. Mais moi, je me limite aux instruments juridiques. La dette au-delà de tout ce qu'on peut dire, la dette a un fondement juridique qu'on appelle le contrat. Les accords de prêt, les accords de financement, à partir de ces accords-là, on ne peut pas considérer une dette odieuse. Ça, c'est un aspect politique et je n'ai pas la maîtrise de ces aspects politiques. Moi, je m'en tiens à l'instrument juridique qui met en place ou qui fait la rencontre entre un investisseur, un créancier et un État. À partir du moment où il y a un instrument juridique, la question est, est-ce que les personnes qui ont engagé l'État avaient le pouvoir d'engager l'État? S'ils avaient le pouvoir d'engager l'État, l'organisation interne des États n'engage pas la responsabilité du créancier. En tout cas, professeur, il y a beaucoup d'autres questions, mais je vais donner mon courriel. S'il y a des questions auxquelles je n'ai pas pu répondre, vous pouvez me les poser à partir de mon courriel et puis je vais pouvoir vous envoyer des réponses, même avec des références si je trouve, pour pouvoir répondre aux différentes questions. Est-ce que je peux partager mon courriel? Je ne sais pas comment je vais le faire. Ce que je vous propose de On peut envoyer ça sur le PowerPoint. Exactement, je vais l'ajouter au PowerPoint et puis les personnes peuvent me contacter. Nous allons continuer les débats pour ne pas retenir tout le monde. Il est déjà 14 heures, professeur. En tout cas, encore une fois, merci à vous qui êtes venus et puis merci pour vos contributions. Merci beaucoup, David. Écoutez, j'en profite pour remercier tous ceux et celles qui étaient connectés sur Zoom. Je vous souhaite une belle fin de journée, un bon week-end. Puis ceux et celles qui sont en présentiel aujourd'hui, c'est le moment où on va passer à table pour le verbe de lecture. Bonne fin de journée à tous et à toutes. Puis, comme je l'ai indiqué à quelques occasions, toutes nos conférences sont disponibles sur notre site Internet. Même chose pour les PowerPoint qui sont déposés. Donc, bonne fin de journée tout le monde. À bientôt. Merci. Oh.